Salut à tous, c'est Florian et pour inaugurer ce format de vidéo, je vais vous parler des PISTEC, les technologies pour bâtir la paix. Alors, rapprocher l'idée de paix et l'idée de technologie, ça peut être quelque chose d'assez contre-intuitif, tout simplement parce que la paix, c'est une idée globalement assez abstraite. On a du mal à se représenter qu'est-ce que c'est que la paix, qu'est-ce que c'est que les avantages qu'on a à faire la paix, qu'est-ce que ça amène concrètement, et justement, c'est peut-être ce qui fait qu'on a plus de facilité à avoir aujourd'hui une industrie de la guerre qu'une industrie de la paix. Alors, on va voir dans cette présentation comment les PISTEC pourraient nous amener vers une paix plus durable et plus facile à construire. Alors, pour ça, on va d'abord jeter un petit coup d'œil sur ce que c'est que la paix dans le monde aujourd'hui. Ensuite, on regardera quelles sont nos technologies et comment on les utilise. Et enfin, on s'intéressera à des exemples de PISTEC et on réfléchira à comment ça peut nous aider à bâtir une paix plus durable. Alors sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet et on va regarder cette carte qui nous présente le monde en guerre en 2023, plutôt en date du 28 avril 2023, puisque depuis il y a eu aussi un nouveau conflit qui a commencé vers Israël. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'affrontements. Alors, on parle beaucoup des affrontements entre puissances nucléaires, alors avec la guerre en Ukraine, euh, et donc la Russie, euh, et puis aujourd'hui avec Israël, mais il y a d'autres puissances nucléaires qui sont en conflit depuis des années et dont on parle moins, alors notamment c'est le cas du Pakistan et de l'Inde, qui se battent depuis leur création respective pour la région du Cachemire, au nord de l'Inde. Euh, et si vous vous demandiez un jour d'où viennent ces pulls tout doux en Cachemire, eh bien, ils viennent d'une région qui est en guerre depuis plus de 70 ans. Alors, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que l'état de la paix entre le Pakistan et l'Inde, ça ressemble à ça. Euh, et donc là, je vous ai mis un extrait du Ig Nobel Peace Prize de 2020. Donc les prix Ig Nobel, ce sont des prix parodiques qui parodient donc le prix Nobel. Euh, et donc en 2020, le prix ignoble de la paix a été remis au gouvernement de l'Inde et du Pakistan parce que leurs diplomates respectifs se sont amusés à sonner dans la nuit à l'ambassade de l'autre, en pleine nuit, donc, et puis ils se sont enfuis avant que quiconque ait le temps de répondre à la porte. Euh, c'est un jeu amusant quand on est enfant, mais disons que je pense qu'il y a des meilleures manières de faire la paix. Alors, ça va nous amener tout ça à une deuxième partie dans laquelle on va parler de nos technologies. Euh, et pour commencer cette partie sur les technologies, il y a un petit jeu que j'aime bien faire, c'est le jeu des présidents. Alors, euh, l'idée, ça va être de classer ces trois présidents, donc Obama, Trump et Poutine, de celui qui a commencé le moins de guerres pendant ses mandats à celui qui en a commencé le plus. Euh, et donc, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Et sinon, la réponse, c'est que Trump est celui qui a commencé le moins de guerres pendant son mandat. Il en a lancé zéro. Ensuite, on va avoir Poutine. Et enfin, celui qui a lancé le plus de guerres pendant ses mandats, eh bien, c'est Obama. Alors, c'est amusant parce que pour beaucoup, ça peut être assez contre-intuitif. Euh, Notamment parce que le seul qui a eu le prix Nobel de la paix, c'est Obama. Et ça, quelque part, ça nous rappelle la loi de Wittgenstein. Donc Ludwig Wittgenstein disait que parfois, quand on mesure une table avec un mètre,
bien peut-être qu'on est aussi en train de mesurer le mètre avec la table. Et ce que ça implique, en fait, c'est que quand on remet un prix à quelqu'un, eh ben, on peut aussi mesurer la qualité du prix à la personne qui le reçoit. Donc on peut mesurer la qualité du prix Nobel de la paix au pacifisme de celui qui le reçoit, en l'occurrence Obama. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, ben, ce prix Nobel de la paix, c'est peut-être plus un outil politique, un outil d'influence, que réellement une vraie récompense. Alors, ça va nous amener à nous interroger sur cette technologie de l'influence. Et là aussi, c'est assez étrange de voir l'influence comme une technologie, parce que c'est plutôt quelque chose qui est issu des sciences sociales. Euh, et en général, quand on pense aux technologies, on voit des choses qui sont plutôt issues des sciences dures. Mais les États-Unis sont vraiment passés maîtres dans l'art d'utiliser l'influence comme technologie. Et on va le voir ici, notamment pour les mettre au service de la guerre. Alors, on va avoir deux exemples de ça principalement, et ça va être les guerres du Golfe. Alors, pour la première guerre du Golfe, l'une des, l'un des témoignages, on va dire, l'un des événements qui a contribué énormément à justifier cette guerre-là auprès du peuple américain et même plus largement du monde, c'est le témoignage de Nayra, donc l'infirmière Nayra, qui aurait vu donc les forces armées irakiennes s'en prendre à des nouveau-nés en les sortant des couveuses et en les jetant sur le sol froid. Euh, et ce témoignage, donc, qui va porter sur donc, l'affaire des couveuses du Koweït, eh bien, il va être repris notamment par le président de l'époque pour justifier la guerre à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose de très larmoyant où on va beaucoup jouer sur les émotions des spectateurs. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce témoignage est complètement faux. C'est ce qu'on va découvrir un peu plus tard, mais le mal sera déjà fait. Euh, En fait, il se trouve que Nayara était la fille de l'ambassadeur américain au Koweït, et que du coup, on lui a commandé un faux témoignage pour justifier cette guerre. Alors, c'est pas le seul exemple qu'on a euh, d'une fois où les Américains ont menti pour justifier la guerre. Puisqu'en 2003, Colin Powell va aller aux Nations Unies avec soi-disant une fiole d'anthrax, soi-disant pour prouver que l'Irak avait des armes de destruction massive. Or, ce n'était pas le cas. Euh, Ils ont même amené des photos truquées pour renforcer leurs arguments. Mais en fait, tout ça n'était qu'un trucage grossier. Et en fait, il n'y a jamais eu de ces armes de destruction massive en Irak. Même rien que le fait de penser que un représentant arriverait aux Nations Unies avec une fiole d'anthrax sur lui, c'est assez délirant quand on y pense avec un petit peu de recul. Mais tout ça, ça a pour but, encore une fois, de jouer sur les émotions du spectateur pour qu'il se laisse prendre au jeu sans réfléchir finalement. Et les États-Unis sont passés assez maîtres dans cet art-là, euh, puisqu'ils sont capables, ils ont vraiment cette capacité à se faire passer pour les gentils dans la guerre. Et cette capacité-là, on peut la rapprocher de la phrase de Pierre Desproges qui disait l'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Et c'est justement l'effet qu'on veut provoquer avec ce genre de manipulation. Alors, maintenant, on va se demander quel usage on fait des technologies qu'on a, et notamment dans le domaine militaire. Puisque le domaine militaire nous a permis de développer énormément de technologies.
Internet, l'intelligence artificielle, le radar, des avancées dans le domaine de l'imagerie médicale, mais aussi le GPS. Et en fait, toutes ces technologies, à chaque fois qu'elles arrivent dans le domaine civil, c'est une véritable révolution. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que on n'investit pas plus pour les développer directement dans le domaine civil? Alors, vient la question suivante, c'est à quoi on reconnaît un grand inventeur? Eh bien, une des réponses possibles, c'est que un grand inventeur va être amené à créer des armes où ses inventions vont être utilisées pour créer des armes. Alors, ici, on a Léonard de Vinci, qui lui a dû créer des prototypes d'armes à son époque. Notamment à gauche, on a un premier prototype d'une arme avec euh, plusieurs canons qui est capable de tirer en même temps. C'est une arme qui est tellement complexe qu'elle n'a pu être réalisée que plusieurs siècles après sa mort. Et puis à droite, on a donc un premier prototype presque de char d'assaut quelque part. Donc on a cette structure en bois qui est un petit peu une sorte de toupie, qui est hérissée de canons et qui avance comme ça. Euh, c'est assez effrayant pour l'époque. Euh, on a aussi Nikola Tesla qui a prétendu avoir inventé une arme extrêmement puissante qu'il appelait la téléforce, qu'aujourd'hui on appelle plus le rayon de la mort de Tesla, mais euh, en fait c'était soi-disant une arme donc, qui pouvait abattre un avion en plein vol, qui pouvait tuer une personne d'un coup, euh, et qui était très puissante, et il le faisait dans un esprit euh, dans lequel il disait que finalement c'était une arme tellement puissante qu'elle rendrait toute tentative de guerre assez risible ou vouée à l'échec, puisque de toute façon cette arme était trop puissante et que finalement avoir une arme tellement puissante que les autres ne pensent pas à nous attaquer parce qu'ils voient ça comme voué à l'échec, bah, c'est un bon moyen de faire la paix. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que posséder une arme extrêmement puissante avec une grande force destructrice, bah, ça n'empêche pas vraiment de faire la guerre. Alors, Einstein n'a pas forcément participé à la création de l'arme atomique, il n'a pas vraiment été impliqué dans le projet Manhattan, mais ce qu'il disait, c'est si j'avais su que les Allemands ne réussiraient pas à développer une bombe atomique, je n'aurais rien fait. C'est-à-dire que il n'aurait, il n'aurait pas développé ces avancées dans le domaine nucléaire qui ont en grande partie permis de créer l'arme nucléaire. Euh, mais on pourrait du coup se demander, est-ce que c'est la bonne solution? Quand on voit toutes les avancées merveilleuses qu'on peut faire grâce aux technologies qui sont issues du domaine militaire, on peut se demander, est-ce que ce serait vraiment raisonnable de s'en priver? Et cette réflexion-là, elle va nous amener à la dernière partie de cette présentation sur les solutions et les pistes. Et notamment, on va se pencher sur une citation de l'UNESCO qui dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et cette citation elle est intéressante parce que finalement, ce qu'elle nous rappelle, c'est que c'est pas tant les technologies qu'on développe qui posent un problème, mais c'est plutôt le manque de sagesse avec lequel on les utilise. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est le casque du F-35. C'est un casque qui coûte très cher, plusieurs centaines de milliers de dollars. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'un simple casque coûte aussi cher? Euh, Et en fait, bah, la réponse, c'est que c'est pas un simple casque.
Ce casque-là, non seulement il doit répondre à tout un tas d'exigences pour être un casque fonctionnel et utilisable par le pilote, mais en plus de ça, il utilise en fait la neuroergonomie euh, afin de permettre au pilote d'être beaucoup plus performant. Et donc comment il fait ça? Eh bien, il va projeter des images dans les yeux du pilote afin qu'il ait accès à toutes les informations dont il a besoin en temps réel sur le champ de bataille et qu'il puisse notamment, euh, en tournant la tête, voir le champ de bataille comme s'il n'y avait pas de cockpit. Et donc ça, c'est un avantage assez précieux, en fait, lors d'un combat aérien. Alors, pourquoi je parle de cette notion de neuroergonomie en particulier? Eh bien, parce que si on appliquait plus la neuroergonomie, par exemple, dans l'éducation, dans la façon de voir la transmission du savoir, eh bien peut-être que ce serait déjà une première piste pour éviter la guerre. D'ailleurs, Maria Montessori, qui a créé la pédagogie Montessori, disait que l'éducation est une arme de paix. Alors, maintenant, on va s'intéresser à un autre personnage, Jaggi Vasudev, plus connu sous le nom de Sadhguru, qui est donc un maître spirituel indien, un grand yogi, euh, qui est très respecté et écouté, en tout cas en Inde. Euh, sa position, en tout cas sa pratique du yoga l'a amené à un tel niveau de considération parmi les siens qu'il est écouté au plus haut niveau de la nation et qu'il conseille des grandes entreprises. Euh, Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé la fondation Isha afin de créer ce qu'on appelle quelque part une école de l'ingénierie intérieure. Et donc, l'ingénierie intérieure, c'est un petit peu ce qu'on pourrait résumer par finalement ce qui est la base de la pratique du yoga, c'est de devenir l'observateur bienveillant de soi-même. Et quelque part, si on avait plus aussi de capacité à se connaître soi-même, peut-être que ce serait là aussi un nouvel outil pour développer une paix intérieure plus grande. Et c'est intéressant, en tout cas, de voir l'observation de soi-même comme une pratique technique qu'on va lier à de l'ingénierie, en fait. Euh, donc je trouvais ça intéressant, en tout cas, de le souligner. Maintenant, une autre source de guerre possible, ben, c'est tout ce qui va être l'énergie. Alors, l'énergie, on a souvent l'impression qu'on en manque, que c'est un grave problème. Euh, Pourtant, on pourrait imaginer des solutions peut-être plus innovantes que de faire la guerre pour des hydrocarbures fossiles. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une image de la Corée du Sud, et plus précisément des cultures d'algues qui sont faites en Corée du Sud. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de culture d'algues? Eh bien, parce que c'était extrêmement... Ça pourrait être extrêmement intéressant de cultiver les algues, non pas uniquement pour le côté alimentaire, mais aussi parce que eh bien, les algues, on peut en faire de la méthanisation, ce qui nous permet en fait de créer du gaz naturel qui peut être utilisé comme source d'énergie. Alors, en plus de ça, l'avantage, c'est que l'algue, pour pousser, pour se développer, elle va capter plus de CO2 qu'elle n'en produira en étant consommée en tant qu'énergie. Et du coup, ça pourrait en faire une source d'énergie particulièrement intéressante à grande échelle. Euh, Cela dit, ça pourrait demander qu'on investisse pour essayer de trouver comment on peut optimiser la production d'énergie à partir des algues. Euh, mais est-ce que ce serait vraiment plus bête d'investir là-dedans que d'investir dans l'entretien d'un arsenal nucléaire? La question se pose. De la même manière, ici, ce qu'on voit, c'est un prototype
présenté par Toyota de moteurs à ammoniac. L'ammoniac aussi, en termes de carbone, c'est complètement neutre. Si on s'intéresse à ces questions-là, ça en fait une source d'énergie particulièrement intéressante. Et on peut se poser la question aussi de pourquoi on n'investit pas dans ces directions-là, plus que dans le fait de faire la guerre pour le pétrole. Alors, maintenant, on va s'intéresser au problème de l'eau et voir que, quelque part, la nature pourrait nous aider à résoudre des problèmes liés à l'eau, qui est une ressource extrêmement stressée, l'eau potable. Aujourd'hui, la solution que la Chine a trouvée pour pallier le manque d'eau, c'est le cloud seeding, qui n'est pas vraiment une technologie tout à fait récente. Cela dit, elle est assez efficace. Donc, le but du cloud seeding, c'est donc de faire pleuvoir les nuages et donc de contrôler la pluie en quelque sorte. L'Inde s'est équipée de comment dirais-je, de vastes étendues sur lesquelles ils font du cloud seeding dans les plateaux du Tibet, donc une zone qui fait 5 fois la taille de l'Espagne, dans laquelle ils font des épandages de produits chimiques qui ont pour but, en fait, de percer le nuage en quelque sorte, afin que on puisse savoir où la pluie va tomber. Le problème de cette solution-là, c'est que quelque part, elle constitue un vol de nuages, puisque les pays alentours, eux aussi, pourraient avoir besoin de cette eau de pluie, mais disons que la Chine en a décidé autrement. Et du coup, ça pourrait devenir une source de conflit à l'avenir. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer une solution plus intéressante que cela? Alors, eh bien, on pourrait imaginer de dessaler l'eau de mer. Puisque finalement, c'est un comble de manquer d'eau sur une planète bleue. On a de l'eau partout. Le problème, c'est qu'elle est salée. Et justement, on pourrait du coup s'inspirer de la nature pour trouver des solutions efficaces pour dessaler l'eau de mer. Le manchot empereur possède la glande la plus efficace connue sur Terre pour le dessalement de l'eau de mer. Donc finalement, la nature a trouvé déjà le système le plus efficace pour dessaler l'eau de mer. Et nous, on a juste à s'en inspirer quelque part pour créer des grandes centrales de dessalement de l'eau de mer qui pourraient nous permettre de régler beaucoup de problèmes d'eau potable. Notamment, l'eau potable, c'est l'une des raisons de la guerre en Ukraine. Alors peut-être une raison très moindre, ou en tout cas qui pèse pas lourd dans la balance, mais il a fallu amener de l'eau potable en Crimée, puisque depuis son annexion, eh bien, l'eau avait été coupée en Crimée, ce qui fait que énormément des terres agricoles de la Crimée ont été vraiment dévastées par le manque d'eau, ce qui est une vraie perte, puisque c'est parmi les meilleures terres agricoles au monde. Et donc, il a fallu amener de l'eau en Crimée. Alors, peut-être que si on avait plus de problèmes d'eau potable, ça réglerait bien des conflits dans le monde. Maintenant, on va parler de construction et de destruction. Alors, aujourd'hui, si on voulait transformer une planète bleue comme la Terre en planète rouge comme Mars, eh bien, on serait peut-être capable d'y arriver. A l'inverse, si on voulait transformer une planète rouge comme Mars en planète bleue comme la Terre, là, ce serait quand même beaucoup plus difficile. On n'est pas du tout sûr qu'on pourrait le faire, on est même sûr qu'on ne pourrait pas le faire, en fait. Ici,
c'est le port Mulberry, au large d'Arromanches pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'un des défis technologiques les plus importants de cette guerre. Et c'est intéressant de voir que c'est un défi qui concernait la construction massive plutôt que la destruction massive. Puisque donc il a fallu faire de la projection de ponts depuis la mer vers la côte pour pouvoir acheminer des hommes, du matériel, du ravitaillement. Et le fait de voir ça, ça nous montre aussi que quelque part, on est capable de faire de grandes entreprises de construction massive. De la même manière, ici, en Hollande, on a une rivière qui traverse la route. En Allemagne, on a une rivière qui traverse une rivière. En Écosse, on a un échangeur de rivières qui permet de passer d'une rivière à l'autre. Et à Chicago, on a même une rivière inversée. Alors, on a inversé le cours de la rivière de Chicago parce que, disons qu'à la fin du 19e, début 20e, on avait énormément de produits toxiques qui étaient déversés par les industries dans la rivière. Et la rivière se jetait dans le lac Michigan. Et c'était la seule source d'eau potable de la région. Et du coup, ils polluaient leur seule source d'eau potable, ce qui créait de graves problèmes de salubrité publique. Et donc on a dû, en quelque sorte, changer le cours de la rivière pour l'amener vers des usines de traitement de l'eau plutôt que dans le lac Michigan. Alors, ça nous montre qu'on est capable de faire des rivières inversées. Là où ce serait encore plus intéressant, ce serait pour justement acheminer l'eau de mer dessalée dans les terres. Et donc, pour ça, on pourrait imaginer d'avoir de grands châteaux d'eau dans lesquels l'eau monterait d'une manière extrêmement efficace. Et pour ça, on pourrait s'inspirer du palétuvier, qui est un arbre qui a le système le plus efficace pour acheminer l'eau jusqu'à sa canopée. Et ensuite, justement, faire en sorte que ces rivières, comme ça, puissent descendre tranquillement dans les terres et acheminer l'eau et approvisionner en eau les endroits qui en ont besoin. Là, on a encore un exemple de ce qu'on pourrait faire avec la construction massive. Eh bien, donc ça, ce sont les projets Lilipad qui sont portés par Vincent Calbeau. Et ici, on voit ce que ça pourrait donner au large de Monaco. Donc en fait, le projet Lilipad, le but, c'est de créer de grandes cités autonomes qui pourraient accueillir des milliers de personnes, notamment, en l'occurrence, des réfugiés climatiques. Mais en soi, je pense que c'est un projet qui est beaucoup plus enthousiasmant de créer ce genre de structure et de construire ce genre de structure et tellement d'autres qu'on pourrait imaginer que de mettre des milliards dans l'industrie de la guerre pour créer des armes de plus en plus performantes. Et enfin, pour conclure cette présentation ici, ce qu'on voit, c'est des seed bombs, des bombes à graines, c'est-à-dire que on peut les lancer pour replanter et recréer de la vie dans les terres qui n'ont plus de verdure, de végétation. Et en fait, c'est un peu le seul exemple que j'ai trouvé d'une arme de construction massive qui est aujourd'hui, ou en tout cas un outil de création massive, qui est assez embryonnaire, mais quelque part, ça nous donne de l'espoir, et ça nous montre qu'un jour, peut-être que l'humanité sera capable de transformer une planète rouge en planète bleue.